Je me suis mariée enceinte avec l'homme que je pensais être l'amour de ma vie. Mais le jour de l'accouchement, alors que je luttais pour mettre notre enfant au monde, il s'est enfui avec la sage-femme qui devait prendre soin de moi. La trahison la plus douloureuse n'était pas sa fuite, mais de découvrir que leur liaison avait commencé pendant mes consultations prénatales. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 78 ans et aujourd'hui je vais partager avec vous l'histoire qui a façonné celle que je suis. Une histoire de douleur, de trahison, mais aussi de résilience extraordinaire. Avant de commencer, si vous appréciez cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup à diffuser ces histoires de vie réelle. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir que mes paroles touchent des personnes de tant d'endroits différents. Tout a commencé quand j'avais 20 ans. J'étais une jeune femme simple de province, élevée avec des valeurs familiales et des rêves romantiques. Je travaillais comme vendeuse dans la seule pâtisserie du village, un petit endroit où tout le monde se connaissait. C'est là que j'ai rencontré Thomas. Il est entré dans la pâtisserie un samedi après-midi, grand, cheveux bruns, yeux bleus qui semblaient pénétrer l'âme. Fils de commerçant respecté du village, Thomas avait tout. Éducation, argent, charme. Quand il m'a souri, j'ai senti mes jambes trembler. Je n'avais jamais ressenti cela pour personne. « Comment vous appelez-vous » a-t-il demandé. J'ai à peine réussi à répondre tant j'étais nerveuse. Après cela, il a commencé à venir tous les jours, toujours pendant ma pause, toujours avec une petite fleur qu'il cueillait en chemin. Notre relation a été rapide et intense. Mes parents trouvaient tout cela précipité, surtout parce que sa famille appartenait à une classe sociale différente de la nôtre. « Les riches ne se mélangent pas avec les gens simples », disait ma mère. Mais quand le cœur est impliqué, les conseils entrent par une oreille et sortent par l'autre. 3 mois après notre rencontre, j'ai découvert que j'attendais un enfant. Je me souviens avoir tellement tremblé en faisant le test que j'ai failli tout renverser. À cette époque, une jeune fille célibataire enceinte était cause de scandales, de portes fermées, de regards désapprobateurs. J'ai pleuré toute la nuit avant de trouver le courage de lui annoncer. Quand je lui ai finalement dit, j'ai été surprise. Thomas a souri, a pris mes mains et a dit « J'ai toujours voulu fonder une famille. Je ne savais pas que ce serait si tôt. » Le samedi suivant, il est venu chez moi avec ses parents, a demandé officiellement ma main et nous avons fixé le mariage 1 mois plus tard, avant que mon ventre ne commence à se voir. La cérémonie était simple, mais j'étais radieuse dans ma robe blanche modeste qui cachait les premiers signes de ma grossesse. Je pensais avoir trouvé mon prince charmant, que ma vie serait comme dans les contes de fées que je lisais enfant. Les premiers mois de mariage ont été paisibles. Nous avons déménagé dans une petite maison, confortable, que ses parents ont aidé à acheter. Thomas travaillait dans le magasin familial et semblait enthousiaste à l'idée de l'arrivée du bébé. Il a acheté un berceau, avant même de savoir si ce serait un garçon ou une fille, a peint la petite chambre en jaune clair. Je me sentais la femme la plus chanceuse du monde. Quand est venu le moment de commencer les consultations prénatales, une amie de la famille nous a recommandé Madame Lambert, une sage-femme qui venait de s'installer dans notre village. Elle a fait ses études à Paris, elle est moderne et à jour, disait-il. J'ai pris mon premier rendez-vous, le cœur plein d'attentes. Madame Lambert était différente de toutes les femmes que j'avais rencontrées. Grande, élégante, cheveux parfaitement coiffés, ongles toujours manucurés, un parfum coûteux qui restait dans l'air, même après son départ. Elle parlait de façon sophistiquée, utilisant des termes médicaux que je comprenais à peine. Elle avait un air cosmopolite. Elle racontait des endroits qu'elle avait visités, des villes que je ne connaissais que par des photos dans des magazines. « Vous avez de la chance d'avoir un mari si attentionné », m'a-t-elle dit lors de la première consultation quand Thomas a insisté pour m'accompagner. J'ai souri en acquiesçant. Je me sentais vraiment chanceuse. Au début, Thomas ne montrait pas beaucoup d'intérêt à m'accompagner au rendez-vous. Il avait toujours un engagement au magasin, une livraison à recevoir, un client important à servir. J'y allais seule, revenais seule et lui racontais les nouvelles le soir. Tout a changé après la 3e consultation. Soudain, Thomas a commencé à tenir à m'accompagner au cabinet. Il annulait des engagements, laissait le magasin aux employés, disait que rien n'était plus important que la santé de notre bébé. Cela m'émouvait, me faisait me sentir aimée et protégée.
Je veux suivre chaque détail, disait-il. Et en effet, lors des consultations, il posait tellement de questions que j'en étais parfois gênée. Il demandait des informations sur les médicaments, les vitamines, le développement du bébé. Madame Lambert répondait à tout avec patience, expliquant dans les moindres détails, le regardant toujours dans les yeux. C'est lors de la 6e consultation que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pendant que la sage-femme mesurait mon ventre, Thomas se tenait debout derrière elle. J'ai vu dans le miroir de la salle qu'il a replacé une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage. C'était un geste tellement intime, tellement familier. J'ai senti une pression dans ma poitrine, mais j'ai vite écarté cette pensée. C'est juste l'insécurité de la grossesse, me suis-je dit. J'imagine des choses. Les consultations sont devenues plus fréquentes que la normale. Madame Lambert disait qu'elle aimait suivre de près ses patientes, surtout les primipares. Thomas était toujours d'accord, disant que rien n'était de trop quand il s'agissait de ma santé et du bébé. Au 6e mois de grossesse, j'ai commencé à remarquer de petits changements chez Thomas. Le parfum différent, les sorties nocturnes avec des excuses d'urgence au magasin, les appels qu'il prenait dans une autre pièce en parlant à voix basse. Dans ses tiroirs, j'ai trouvé des reçus de restaurants coûteux que je n'avais jamais visités. Un après-midi, en rangeant ses chemises, j'ai trouvé un billet parfumé dans la poche d'une veste. Une calligraphie élégante disait « Hier était merveilleux. J'ai hâte de te revoir. » Il n'y avait pas de signature. Mais ce parfum, je connaissais ce parfum. C'était le même que je sentais chaque fois que j'entrais dans le cabinet de Madame Lambert. J'ai confronté Thomas ce soir-là. Il a tout nié, s'est mis en colère contre moi. « Ce sont les hormones de la grossesse qui te rendent paranoïaque », a-t-il crié. « Comment peux-tu douter de moi maintenant que nous sommes sur le point de former une famille ?» Il a pleuré, juré son amour éternel, m'a prise dans ses bras, s'excusant pour sa grossièreté. Dans les jours qui ont suivi, il m'a couverte de fleurs et de petits cadeaux, disant qu'il voulait compenser ma méfiance injuste. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. J'étais enceinte de 6 mois, complètement dépendante de lui financièrement, vivant dans un village où sa famille avait de l'influence. Que ferais-je si j'avais raison? Où irais-je? Comment élèverais-je mon enfant seul? Les consultations avec Madame Lambert ont continué, mais maintenant j'observais plus attentivement. J'ai remarqué les regards prolongés entre eux, les sourires complices, la façon dont il trouvait toujours un prétexte pour rester seul avec elle après les consultations. « Je veux juste lui poser quelques questions sur l'accouchement », disait-il. Et moi, le cœur serré, je faisais semblant de le croire. Au 8e mois, j'ai essayé de changer de sage-femme. J'ai dit à Thomas que je ne me sentais pas à l'aise avec Madame Lambert, que je voulais quelqu'un de plus âgé, avec plus d'expérience en matière d'accouchement. Il a réagi de façon disproportionnée, est devenu rouge de colère, a frappé sur la table et a dit que ce serait irresponsable de changer de sage-femme si près de l'accouchement, que Madame Lambert était la meilleure professionnelle de la région. Après une discussion intense, j'ai fini par céder, principalement parce que j'avais peur d'être seule à ce moment si important de ma vie. Les dernières semaines de la grossesse ont été d'une angoisse silencieuse. Je comptais les jours jusqu'à la naissance de mon enfant, mais je craignais aussi ce que je découvrirais après sa naissance. J'avais des cauchemars presque toutes les nuits. Je rêvais que j'étais seule dans la salle d'accouchement, criant à l'aide, et personne ne venait. Je suis entrée en travail 3 semaines avant la date prévue. C'était un dimanche soir, il pleuvait beaucoup. Les contractions ont commencé après le dîner, d'abord faibles, puis de plus en plus fortes et rapprochées. Thomas semblait étrangement nerveux. Pas la nervosité typique d'un père pour la première fois, mais une anxiété différente, presque comme s'il attendait quelque chose. « Je vais appeler Madame Lambert », a-t-il dit avant de sortir dans l'autre pièce. Il est revenu quelques minutes plus tard, disant qu'elle était déjà en route pour l'hôpital, qu'elle nous y retrouverait. J'ai trouvé ça étrange. Comment une sage-femme pouvait-elle être disponible si rapidement un dimanche soir? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Madame Lambert était déjà là, impeccablement habillée et maquillée, comme si elle s'était préparée pour un événement, pas pour un accouchement d'urgence. Une coïncidence, a-t-elle expliqué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle rendait simplement visite à un autre patient. Le travail a été long et douloureux. 15 heures de contraction, de douleur, de peur. Pendant tout ce temps,
j'ai remarqué que Thomas et Madame Lambert échangèrent des regards significatifs quand ils pensaient que je ne regardais pas. À un moment particulièrement douloureux, j'ai supplié la sage-femme de ne pas s'éloigner, mais elle a dit qu'elle devait vérifier quelque chose et a quitté la salle. Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué que Thomas avait également disparu. « Où est mon mari ? Où est Madame Lambert ?» ai-je demandé à l'infirmière qui surveillait mes signes vitaux. « Ils reviennent bientôt », a-t-elle répondu sans me regarder dans les yeux. Il y avait quelque chose dans son ton, un mélange de pitié et de gêne qui a fait mon cœur se serrer encore plus. Quand ils sont finalement revenus, environ 20 minutes plus tard, j'ai remarqué que le rouge à lèvres de Madame Lambert était étalé et les cheveux de Thomas, toujours impeccablement coiffés, étaient décoiffés. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là, mais le travail était si avancé que je n'avais pas la force de les confronter. Je ne pouvais penser qu'à mon bébé, à le mettre au monde en toute sécurité. Mon fils est né après 2 heures d'efforts supplémentaires. Un beau garçon en bonne santé, malgré sa prématurité. Je me souviens de son cri, fort et vigoureux, résonnant dans la salle. C'était le plus beau son que j'avais jamais entendu. Mais peu après la naissance, j'ai commencé à avoir des complications. J'ai perdu beaucoup de sang. Ma tension a chuté drastiquement. La dernière chose dont je me souvienne avant d'être sédatée, c'était de voir Thomas chuchoter quelque chose à l'oreille de Madame Lambert pendant qu'elle tenait mon fils. Quand je me suis réveillée, de nombreuses heures plus tard, j'étais seule dans la chambre. Il n'y avait aucun signe de mon bébé ou de Thomas. J'ai appuyé désespérément sur le bouton d'appel des infirmières. Une infirmière plus âgée est entrée avec une expression qui mêlait pitié et malaise. Elle portait mon fils dans ses bras et une enveloppe. « Votre bébé va bien », a-t-elle dit, en plaçant le petit garçon dans mes bras tremblants. « Mais j'ai quelque chose à vous remettre. Je suis désolée. » Le cœur battant, j'ai ouvert l'enveloppe tout en tenant mon fils. C'était une lettre de Thomas, écrite dans sa calligraphie impeccable. « Sophie, quand tu liras ceci, je serai déjà loin. Je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Je suis amoureux de Madame Lambert depuis des mois, depuis les premières consultations. J'ai essayé de lutter contre ce sentiment. J'ai essayé d'être le mari et le père que tu espérais, mais je n'ai pas réussi. Madame Lambert a reçu une proposition pour travailler dans une clinique prestigieuse à Genève et nous avons décidé que c'était notre chance d'être ensemble. Je te laisse la maison où nous avons vécu et un chèque qui devrait couvrir les dépenses des prochains mois. Un jour, tu comprendras que c'était mieux ainsi. Thomas. Le monde s'est effondré sur moi à ce moment-là. Pendant que je donnais naissance à notre fils, affrontant la douleur et la peur, ils planifiaient leur fuite. Pendant que je luttais pour mettre une vie au monde, ils complotaient dans mon dos. La trahison la plus douloureuse n'était pas leur fuite, mais de découvrir que leur liaison avait commencé pendant ces consultations prénatales. Ces consultations où je croyais naïvement que mon mari montrait de l'amour et du souci pour moi et le bébé. L'infirmière, voyant mon désespoir, s'est assise à côté de moi sur le lit. Je sais que ce n'est pas une consolation, ma petite, mais vous n'êtes pas la première et, malheureusement, vous ne serez pas la dernière. Les hommes, comme votre mari, ne méritent pas nos larmes. Maintenant, vous devez être forte pour ce petit garçon. Il n'a que vous au monde. C'est en regardant le petit visage de mon fils nouveau-né que j'ai trouvé la force de continuer. Là, dans cette chambre d'hôpital, seule avec un bébé dans les bras et un cœur brisé, j'ai juré que je surmonterais cette douleur, que mon fils ne ressentirait jamais l'absence du père qui l'avait abandonné avant même de le connaître, que je serais mère et père, que je travaillerais doublement dur, que j'affronterais le monde entier s'il le fallait. Je ne savais pas que ce moment de désespoir n'était que le début de mon histoire. Une histoire de douleur, oui, mais aussi de résilience, de force et finalement d'une vengeance dont le destin se chargerait. Je suis sortie de l'hôpital 3 jours plus tard. Une voisine bienveillante est venue me chercher, car je n'avais pas de famille proche dans le village. Je portais mon fils dans mes bras et un petit sac avec les quelques vêtements que j'avais apportés. C'est tout. Pas de bouquet de fleurs, pas de ballon, c'est un garçon, pas de mari fier de nous ramener à la maison. Juste moi et mon bébé affrontant le monde. La maison où nous vivions, que Thomas avait mentionnée dans la lettre, était la plus petite propriété de sa famille. Une petite maison simple à l'arrière du terrain de mes beaux-parents. Quand je suis arrivée, j'ai découvert que la serrure avait été changée.
ma belle-mère m'attendait à la porte avec une expression dure. « Thomas m'a chargé de vous remettre ceci », a-t-elle dit, en tendant une enveloppe sans même regarder son petit-fils dans mes bras. À l'intérieur se trouvait un chèque et les clés d'un petit appartement loué de l'autre côté du village. « Vos affaires y ont déjà été transportées. C'est mieux ainsi pour nous tous. » Je n'ai pas pleuré devant elle. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. J'ai levé la tête, ajusté mon fils dans mes bras et suis parti sans dire un mot. L'appartement était minuscule. Une chambre, un séjour avec cuisine, une salle de bain. Dans les cartons empilés dans le coin, j'ai trouvé mes vêtements, quelques ustensiles de cuisine et rien d'autre. Aucun des meubles que nous avions achetés ensemble, aucun des souvenirs que nous avions construits. C'était comme si notre mariage n'avait jamais existé. Le chèque que Thomas avait laissé couvrait à peine 3 mois de loyer et de nourriture. Il s'attendait clairement à ce que je retourne chez mes parents, humiliée, la tête basse. Mais j'avais déjà décidé. Je ne reviendrai pas. Je ne serai pas la fille qui a causé la honte à sa famille. Je ne serai pas la pauvre fille qui a eu besoin de l'aide de ses parents après avoir été abandonnée. J'ai nommé mon fils Lucas. J'ai choisi seul, sans consulter personne. Lucas, comme le prénom du grand-père que j'admirais pour sa force tranquille, parce que je savais que nous aurions besoin de force pour survivre. Au cours des premiers mois, j'ai vécu de l'argent que Thomas avait laissé et de petits travaux de couture que je faisais à la maison. J'avais toujours eu un don pour l'aiguille et le fil. J'avais appris avec ma grand-mère depuis mon plus jeune âge. La nouvelle de mon abandon s'est répandue rapidement dans le village. Les gens me regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité quand je sortais faire des courses ou emmenais le bébé chez le médecin. Certaines vieilles dames se signaient même quand elles me voyaient passer, comme si mon malheur était contagieux. Les chuchotements s'arrêtaient quand je m'approchais, mais reprenaient dès que je tournais le dos. Voilà la fille que son mari a quittée pour la sage-femme. On dit qu'ils se sont enfuis à Genève le jour de la naissance de l'enfant. Pauvre petite, si jeune, et déjà avec une vie détruite. Au début, chaque commentaire était comme un coup de poignard. Je rentrais à la maison et pleurais doucement après que Lucas s'était endormi. Mais peu à peu, j'ai développé une carapace. J'ai appris à faire semblant de ne pas entendre, à sourire poliment quand on m'adressait la parole, à garder la tête haute, même quand tout ce que je voulais était de me cacher. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Je me levais avant le soleil, allaitais Lucas, le remettais au lit et cousais jusqu'à ce qu'il se réveille. Puis, je m'occupais de lui pendant la journée et recommençais à coudre pendant la nuit, quand il dormait. Je ne dormais que 4 heures par nuit, mais je ne me plaignais jamais. Chaque pièce que je réussissais à économiser était une petite victoire. Ça a commencé par de petites réparations, des ourlets, des fermetures éclairs cassées, des boutons détachés. Les dames du quartier, même celles qui colportaient des ragots à mon sujet, ont découvert que je faisais un travail rapide et soigné pour un prix équitable. Bientôt, elles ont commencé à m'apporter des vêtements pour des ajustements plus complexes. Quand Lucas a eu 6 mois, j'ai reçu ma première commande pour une robe complète. Une dame avait besoin de quelque chose à porter au mariage de sa fille et n'avait rien trouvé à sa taille dans les magasins du village. Je suis restée éveillée 3 nuits d'affilée pour terminer à temps, avec Lucas dormant dans son petit berceau improvisé à côté de la machine à coudre. La robe était parfaite. La dame a pleuré quand elle l'a essayée. Elle a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi belle. Elle a payé plus que convenu et, plus importante encore, elle a dit à toutes ses amies qu'il y avait une couturière talentueuse dans le village. C'est ainsi que ma petite entreprise a commencé à grandir. Je n'avais pas d'argent pour ouvrir une boutique, alors j'ai transformé le minuscule salon de l'appartement en atelier. J'ai poussé le canapé dans un coin, mis une table pour couper les tissus et recevais les clientes là même, avec Lucas jouant dans un parc improvisé. Ce n'était pas idéal, mais c'était ce que nous pouvions avoir à ce moment-là. Les clientes se sont multipliées. Des dames de la société locale qui me regardaient auparavant avec mépris me cherchaient maintenant pour commander des robes. Elles faisaient l'éloge de mon talent, de mon bon goût, de mon dévouement. Certaines semblaient même oublier que j'étais l'abandonnée, me traitant simplement comme la couturière habile qui pouvait réaliser leurs désirs de mode. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où Lucas tombait malade et je devais coudre avec lui sur mes genoux, fiévreux et larmoyant.
Il y avait des nuits où mes doigts saignaient à force de travailler avec l'aiguille, mais je ne pouvais pas m'arrêter parce qu'il y avait des délais à respecter. Il y avait des moments où j'étais si fatiguée que je pensais ne pas pouvoir me lever le lendemain, mais je me levais toujours pour Lucas, pour moi-même, pour cette promesse silencieuse que j'avais faite à l'hôpital que nous survivrions et prospérerions, malgré l'abandon, malgré l'humiliation, malgré tout. Quand Lucas a eu 1 an, j'ai pu louer un petit local dans le centre du village pour installer mon atelier. C'était une salle à l'arrière d'une galerie, sans vitrine sur la rue, mais c'était un début. J'ai engagé une dame plus âgée pour s'occuper de Lucas pendant que je travaillais. Madame Dubois, une veuve qui habitait dans le même immeuble que moi et qui s'était attachée à mon fils comme s'il était son propre petit-fils. « Vous êtes une guerrière », me disait-elle en regardant Lucas endormi. Beaucoup auraient abandonné, seraient retournés chez leurs parents, se seraient laissés aller à la dépression. Mais pas vous, vous êtes différente. Je ne me sentais pas comme une guerrière. Je me sentais juste comme une mère faisant ce qui devait être fait pour assurer un avenir à son fils. Il n'y avait pas de choix, c'était nager ou couler. Et je ne coulerai jamais. 1 an et demi après l'abandon, alors que ma petite entreprise commençait enfin à prospérer, j'ai reçu une carte postale. Mon cœur s'est glacé quand j'ai reconnu l'écriture de Thomas sur l'enveloppe. J'ai pensé à la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité a été plus forte. C'était une photo d'une ville suisse avec ses rues pavées et ses vieux bâtiments. Au verso, un court message qui semblait calculé pour me blesser. Nous avons formé la famille dont j'ai toujours rêvé, et une petite photo. Thomas, Madame Lambert et un bébé nouveau-né dans ses bras. Je suis restée paralysée à regarder cette image. Il semblait heureux, souriant, épanoui. Le genre de famille que j'avais imaginé que nous aurions quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Le genre de famille qu'il m'avait promis et qu'il m'avait ensuite arraché de la manière la plus cruelle possible. J'ai passé 3 jours dans un état presque catatonique. Madame Dubois s'est occupée de Lucas pendant que je m'enfermais dans ma chambre, alternant entre pleurer et fixer le vide. Cette carte postale avait rouvert une blessure que je croyais commencer à cicatriser. C'était revivre l'abandon, la trahison, l'humiliation. Au matin du 4e jour, quelque chose a changé en moi. Je me suis réveillée avant le soleil, comme toujours, mais avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai regardé la carte postale une dernière fois, puis je l'ai brûlée sur la cuisinière, observant les flammes consumer ces visages souriants, ce bonheur construit sur ma douleur. Assez de larmes, me suis-je dit, assez d'être une victime. Ce fut le jour où j'ai vraiment commencé à guérir, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. J'ai réalisé que j'avais consacré trop de temps et d'énergie à penser à Thomas, à Madame Lambert, à ce qu'il m'avait fait. Il était temps de penser uniquement à moi et à Lucas, à notre avenir, à nos possibilités. Je me suis plongée dans le travail avec une vigueur renouvelée. J'ai acheté des magazines de mode de Paris, étudié de nouveaux styles, perfectionné des techniques de couture que je ne maîtrisais pas encore complètement. Mes créations sont devenues plus audacieuses, plus originales. J'ai cessé d'être simplement la couturière qui faisait des ajustements et des réparations pour devenir une véritable styliste, créant des pièces uniques qu'on ne trouvait pas dans les boutiques de la région. Les femmes du village, toujours avides de nouveautés et de se démarquer lors des événements sociaux, ont adoré cette transformation. Ma clientèle s'est agrandie, incluant maintenant des dames des villages voisins qui venaient spécialement pour commander mes robes. J'ai dû embaucher une assistante, puis une autre. Le petit atelier à l'arrière de la galerie est devenu trop étroit. Lucas grandissait fort et en bonne santé, inconscient de l'absence de son père. Pour lui, notre petite famille, moi, lui et Madame Dubois, qui était devenue une sorte de grand-mère adoptive, était tout ce qu'il connaissait, tout ce dont il avait besoin. Je me démenais pour être présente à chaque moment important. La première dent, les premiers pas, les premiers mots. Je travaillais sans relâche, mais je réservais toujours du temps pour jouer avec lui, pour lire des histoires avant de dormir, pour simplement être là. Quand il a eu 3 ans, j'ai pu louer une petite boutique avec une vitrine sur la rue principale. J'ai peint la façade d'un bleu vibrant. J'ai fait faire une belle enseigne avec le nom Atelier Sophie.
Le jour de l'inauguration, j'ai fait une petite robe bleue pour une poupée que j'ai placée dans la vitrine avec un petit costume d'enfant du même tissu. Mère et fils assortis. C'est ainsi que nous nous voyons, un duo inséparable, se suffisant l'un à l'autre. La boutique a prospéré au-delà de mes attentes. Ce qui avait commencé comme une lutte désespérée pour la survie s'était transformé en une entreprise respectable. Je n'étais plus la pauvre femme qui avait été abandonnée, mais la talentueuse styliste de la rue principale. Les mêmes personnes qui chuchotaient autrefois dans mon dos me saluaient maintenant avec respect, faisaient l'éloge de mon travail, enviaient mon succès. Mais le monde est petit, surtout dans les villages de province. Et le destin a un sens de l'humour particulier, parfois cruel, parfois juste. Quand Lucas allait avoir 4 ans, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles la famille de Thomas rencontrait des difficultés financières. Apparemment, il avait contracté d'énormes dettes à l'étranger, utilisant le nom et les propriétés de la famille comme garantie. Je n'ai pas accordé beaucoup d'importance à ces commentaires. J'avais appris à filtrer les commérages du village, à ne pas alimenter ce cycle sans fin de on-dit. J'étais trop occupée avec mon atelier en expansion, avec l'éducation de Lucas, avec les plans pour notre avenir, pour m'inquiéter de ce qui arrivait à ceux qui nous avaient abandonnés. Jusqu'à ce qu'un matin pluvieux, la dernière personne que je m'attendais à voir entre dans mon atelier. Ma belle-mère, Madame Martin, plus âgée, plus abattue, sans cet air de supériorité qu'elle portait toujours lorsque nous nous rencontrions pendant mon bref mariage. Ses vêtements, toujours impeccables, semblaient usés. Ses bijoux, toujours ostentatoires, étaient absents. Je me suis figée en la voyant debout à la porte, regardant autour d'elle avec une expression mêlant surprise et inconfort. Lucas était à l'école maternelle, heureusement. Je n'aurais jamais permis qu'il soit exposé à une quelconque partie de ce passé douloureux. « Puis-je vous aider, madame ?» ai-je demandé avec la voix la plus professionnelle et distante que je pouvais. « Sophie, » a-t-elle dit, et sa voix tremblait légèrement. « Nous devons parler. » À ce moment, sans que je le sache, le destin commençait à tisser sa propre forme de justice. Une justice que je n'aurais jamais pu planifier ou exécuter de mes propres mains, mais qui arriverait de façon implacable, comme elle arrive toujours pour ceux qui sèment la douleur et la trahison. Je lui ai indiqué une chaise, plus par politesse que par envie. Mon cœur battait vite. Cela faisait presque 4 ans que nous n'avions pas eu de contact. 4 ans depuis qu'elle m'avait remis ses clés et m'avait congédié comme on se débarrasse d'un inconvénient. « J'irai droit au but », a-t-elle dit, refusant de s'asseoir. Thomas et Madame Lambert sont revenus. Ces 4 mots ont produit un effet étrange sur moi. Je n'ai pas ressenti de colère, ni de tristesse, ni de peur. J'ai juste senti un léger picotement au bout des doigts, comme si mon corps se préparait à quelque chose que mon esprit ne comprenait pas encore complètement. « Et en quoi cela devrait-il m'intéresser ?» ai-je demandé, continuant à couper un tissu de soie pour la robe que je confectionnais. Je n'ai pas levé les yeux vers elle. Je ne voulais pas qu'elle voie une quelconque émotion sur mon visage. Madame Martin a soupiré profondément. En la regardant mieux maintenant, j'ai remarqué comme elle semblait vieillie. Ses cheveux, autrefois teints d'un châtain vif, étaient gris aux racines. Les rides autour de ses yeux et de sa bouche s'étaient creusées. Il y avait en elle une fragilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Ils ont complètement échoué à Genève », a-t-elle dit d'une voix basse. « La clinique qu'ils ont ouverte n'a jamais prospéré. Thomas n'a pas réussi à s'adapter. Il ne parlait pas la langue, ne connaissait personne. Madame Lambert a eu des difficultés à faire valider son diplôme. En moins de 2 ans, ils ont tout perdu. J'ai gardé une expression neutre, bien que quelque chose en moi se soit agité. Ce n'était pas de la satisfaction face à leur échec. C'était quelque chose de plus complexe, de plus profond. Un sentiment que les pièces d'un puzzle cosmique s'emboîtaient lentement. « Cela n'explique toujours pas pourquoi vous êtes venu jusqu'ici », ai-je finalement répondu en la regardant directement. Madame Martin a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. Ils ont contracté d'énormes dettes, utilisé le nom de la famille comme garantie, hypothéqué des propriétés qui ne leur appartenaient même pas entièrement. Mon mari, il est ruiné. Le magasin que nous avons construit pendant des décennies est au bord de la faillite. J'ai posé les ciseaux sur la table et croisé les bras.
Je suis désolée pour la situation de votre famille, Madame Martin. Vraiment, mais je ne comprends toujours pas ce que cela a à voir avec moi. Ils vivent chez nous maintenant, a-t-elle poursuivi comme si je n'avais rien dit. Dans la maison à l'arrière, la même où vous avez vécu. Ils ont amené leur fille, ma petite fille, une fillette de 3 ans que je connais à peine. Thomas essaie de sauver les affaires familiales, mais personne ne lui fait plus confiance. Personne ne veut faire affaire avec un homme qui a abandonné sa femme le jour de l'accouchement. J'ai finalement compris la raison de la visite. Vous êtes venu me demander d'intervenir pour lui, de dire aux gens que tout va bien, que je lui ai pardonné? J'ai ri brièvement, presque incrédule. C'est sérieux? Ce n'est pas seulement ça, a-t-elle dit, s'asseyant enfin, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Madame Lambert, elle ne peut plus exercer la médecine ici. Il y a eu une plainte anonyme auprès de l'ordre des sages-femmes concernant un comportement contraire à l'éthique, quelque chose à propos de l'abandon d'une patiente en travail. Ils enquêtent. Elle est dévastée, déprimée. Ce n'est plus la femme forte et indépendante qui a emmené mon fils. Une plainte anonyme. Intéressant. Cela ne venait pas de moi, certainement. J'avais avancé, concentré uniquement sur la reconstruction de ma vie. Mais dans ce petit village, où tout le monde savait tout, il ne manquait pas de personnes qui avaient été témoins de ma souffrance, qui avaient vu une femme en travail être abandonnée par son mari et par la sage-femme qui était censée prendre soin d'elle. « Qu'attendez-vous exactement de moi, Madame Martin ?» ai-je demandé directement, fatiguée de ses détours. Elle a respiré profondément avant de répondre. « Vous avez de l'influence maintenant. Les gens vous respectent. Si vous disiez que vous ne gardez pas rancune, que vous comprenez qu'ils sont tombés amoureux et ont commis une erreur, peut-être que les choses s'amélioreraient pour nous. » C'est à ce moment que j'ai vraiment vu le tableau complet. La justice était arrivée, non par mes mains, mais par les rouages inexorables du destin. Thomas et Madame Lambert, qui s'étaient enfuis en croyant qu'ils trouveraient le bonheur construit sur ma douleur, étaient maintenant de retour, vaincus, humiliés, dépendants de la charité de la famille qu'ils avaient également lésée. Et moi, la femme qu'ils s'attendaient à voir dépérir dans la honte et la pauvreté, j'avais prospéré. Mon atelier était un succès. Mon fils grandissait heureux et en bonne santé. J'avais construit une vie digne et respectable, sans avoir besoin de personne. J'ai regardé Madame Martin pendant un long moment. Je n'ai pas ressenti de haine ni de désir de vengeance. J'ai simplement ressenti une étrange et tranquille certitude que tout était exactement comme cela devait être. « Je suis désolée, Madame Martin », ai-je finalement dit. « Je ne peux pas faire ce que vous me demandez, non par rancune ou désir de vengeance, simplement parce que ce serait un mensonge. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Je ne comprendrai jamais comment un homme peut abandonner sa femme au moment de l'accouchement. Comment une sage-femme peut violer son serment de prendre soin des patientes. Je ne peux pas dire aux gens que tout va bien parce que ce n'est pas le cas. » Ses épaules se sont affaissées, vaincues. « Je comprends, » a-t-elle murmuré. J'ai ressenti une pointe de compassion pour elle. C'était une mère essayant de protéger son fils, même si ce fils ne méritait pas d'être protégé. « Ce que je peux promettre, » ai-je ajouté, « c'est que je ne ferai rien pour aggraver leur situation. Je n'en ai pas besoin. La vie le fait déjà pour moi. » Lorsqu'elle s'est levée pour partir, quelque chose m'est venu à l'esprit. Madame Martin, la petite fille, leur fille, elle n'est pas responsable des erreurs de ses parents. Si jamais elle a besoin de quelque chose, elle peut venir me voir. Elle m'a regardée, surprise, s'attendant peut-être à n'importe quelle réaction, sauf celle-là. Elle a brièvement acquiescé et est sortie de l'atelier sans rien dire de plus. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, je me suis assise sur le petit balcon de l'appartement que nous pouvions maintenant appeler notre foyer, un appartement plus grand et confortable que nous avions acheté avec le fruit de mon travail. J'ai regardé les étoiles et pour la première fois depuis longtemps, j'ai consciemment pensé à Thomas et à Madame Lambert. Je les ai imaginés revenant tête basse dans le même village qu'ils avaient quitté triomphants. Je les ai imaginés affrontant les regards accusateurs, les chuchotements, le jugement silencieux, plus implacable, d'une communauté qui n'avait jamais oublié ce qu'ils avaient fait.
Je les ai imaginés dépendant de la charité de la famille, alors qu'avant, ils avaient le monde à leurs pieds. Je n'ai pas ressenti de joie face à leur souffrance. J'ai simplement ressenti la confirmation de ce que ma grand-mère disait toujours. La vie fait payer ses dettes, ma petite. Parfois, elle met du temps, mais la facture arrive toujours. Dans les semaines qui ont suivi, inévitablement, j'ai commencé à les voir dans le village. La première fois, c'était au marché. Je choisissais des fruits quand j'ai ressenti cette sensation particulière d'être observé. J'ai levé les yeux et il était là, de l'autre côté de l'étal, Thomas, paraissant bien plus âgé que son âge ne le justifierait. Nos regards se sont croisés un instant. C'est moi qui ai détourné les yeux en premier. Pas par honte, mais parce qu'il ne signifiait plus rien pour moi. C'était juste un homme que j'avais connu il y a longtemps, un étranger maintenant. Ensuite, j'ai vu Madame Lambert sur la place principale. Elle était assise sur un banc, observant une petite fille jouer dans le bac à sable. Sa fille, j'ai présumé. Madame Lambert aussi avait vieilli prématurément. Ses cheveux impeccables d'autrefois étaient maintenant ternes, attachés en un chignon simple. Les vêtements élégants avaient été remplacés par une robe ordinaire, sans grâce. Quand elle m'a vu passer, elle a rapidement baissé les yeux, comme si elle ne supportait pas de me regarder. Tout le village commentait leur retour, leur chute, la justice poétique de tout cela. Je restais à l'écart de ces conversations, ni alimentant, ni niant les rumeurs. J'avais des sujets plus importants pour m'occuper. Mon atelier continuait de prospérer. J'avais embauché 2 autres couturières et une assistante pour s'occuper des ventes pendant que je me concentrais sur la création. Mes robes commençaient à être connues au-delà des frontières de notre petit village. J'ai reçu des invitations pour présenter mon travail dans des foires de mode à Paris. Lucas a commencé ses études dans la meilleure école que je pouvais lui offrir. C'était un garçon intelligent, curieux, plein de vie. Ses professeurs faisaient toujours l'éloge de son éducation, de sa gentillesse, de sa disposition à aider ses camarades. « Vous élevez un homme de caractère », me disait-il. Et il n'y avait pas de compliment qui me rendait plus heureuse. Environ 6 mois après le retour de Thomas et Madame Lambert, j'ai reçu une visite inattendue à l'atelier. C'était presque l'heure de fermer quand la clochette de la porte a sonné. J'ai levé les yeux et j'ai vu Madame Lambert debout à l'entrée, hésitante, presque craintive. « Puis-je entrer ?» a-t-elle demandé d'une voix basse, rien de semblable à l'assurance qu'elle affichait quand elle était la respectée sage-femme du village. J'ai fait un geste indiquant que oui. Mes employés ont regardé avec curiosité la visiteuse inattendue, mais d'un signe discret, je leur ai demandé de nous laisser seuls. Madame Lambert s'est approchée lentement du comptoir où je me tenais. Elle semblait avoir répété mentalement ce qu'elle dirait, mais maintenant qu'elle était devant moi, les mots semblaient lui manquer. « En quoi puis-je vous aider ?» ai-je finalement demandé, gardant un ton neutre, professionnel. « Je... » a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, a respiré profondément et a recommencé. Je suis venue demander pardon. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Une demande pour coudre une robe, peut-être, ou même une sorte de confrontation ou d'accusation. Mais le pardon, cela m'a prise au dépourvu. « Pardon ?» ai-je répété lentement, testant comment le mot sonnait. « Pourquoi ? Pour avoir eu une liaison avec mon mari alors que vous étiez ma sage-femme ? Pour vous être enfui avec lui le jour où j'ai donné naissance à son fils ? Pour avoir essayé de construire votre bonheur sur mon malheur ? » Ma voix n'était pas coléreuse, juste directe. C'était des questions réelles, pas des accusations déguisées. Madame Lambert n'a pas détourné le regard comme je m'y attendais. Elle a soutenu mon regard même quand ses yeux se sont remplis de larmes. « Pour tout cela ?» a-t-elle simplement répondu. « Je n'ai pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour ce que nous avons fait. C'était cruel, c'était contraire à l'éthique, c'était impardonnable. » J'ai croisé les bras, attendant qu'elle continue. « Je pensais être amoureuse », a-t-elle poursuivi. Thomas semblait tout ce que j'avais toujours voulu, charmant, décidé, prêt à tout quitter pour moi. Je me suis convaincue que ce que nous ressentions était spécial, que cela justifiait ce que nous vous avons fait. Je me suis dit que vous étiez jeune, que vous surmonteriez cela, que vous trouveriez quelqu'un d'autre. Elle a fait une pause, essuyant une larme. Mais à Genève, loin d'ici, sans l'émotion de l'interdit, sans l'adrénaline du secret, j'ai réalisé que nous ne nous connaissions pas vraiment.
Thomas n'était pas l'homme que je pensais qu'il était. Il a commencé à boire, à dépenser de l'argent que nous n'avions pas, à sortir avec d'autres femmes. Un sourire triste a passé sur mes lèvres. Celui qui abandonne sa propre femme le jour de l'accouchement serait capable d'abandonner n'importe qui, ai-je doucement commenté. Madame Lambert a acquiescé. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pensé que les choses s'amélioreraient, qu'il se consacrerait à notre famille, comme je pensais qu'il se consacrerait à vous et à votre fils. Mais ce n'était pas le cas. Il était absent pendant toute la grossesse. Il est à peine venu à l'hôpital quand notre fille est née. Après, il la prenait à peine dans ses bras. Elle a respiré profondément avant de continuer. Notre relation est terminée depuis longtemps, même avant que nous revenions. Nous sommes ensemble uniquement sur le papier, vivant sous le même toit uniquement par commodité financière. Thomas est toujours dehors, probablement avec d'autres femmes. Ça ne m'importe plus. Je me soucie seulement de ma fille. J'aurais pu ressentir de la satisfaction en entendant cela. J'aurais pu penser « bien fait » ou « tu récoltes ce que tu as semé ». Mais je n'ai rien ressenti de tel. J'ai simplement ressenti une profonde certitude que la vie suit son cours, que les choix ont des conséquences, que personne n'échappe au bilan final de ses propres actions. « Pourquoi me racontez-vous tout cela ?» ai-je finalement demandé. « Parce que je veux que vous sachiez que je comprends maintenant. Je comprends la douleur que nous vous avons causée, le mal que nous vous avons fait. Et pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce que je vous ai vu l'autre jour avec votre fils. Il est si grand, si beau. Il ressemble tellement à son père. Il ne ressemble à personne d'autre que lui-même, ai-je coupé soudainement, protectrice. Lucas est son propre être, sa propre personne. Il n'est pas une extension de qui que ce soit. Madame Lambert a acquiescé rapidement. Bien sûr, je voulais juste dire, vous semblez bien. Vous avez construit quelque chose ici, quelque chose de respectable, quelque chose à vous, tandis que vous récoltez exactement ce que vous avez semé, ai-je complété. Il n'y avait pas de cruauté dans mes paroles, juste la constatation d'un fait, comme une équation mathématique qui trouve enfin son résultat, comme la nuit qui suit inévitablement le jour. Madame Lambert a baissé la tête. « Oui », a-t-elle murmuré. « Exactement cela. » Quand elle a levé les yeux à nouveau, il y avait une supplication silencieuse en eux, un besoin désespéré d'absolution, de soulagement du poids qu'elle portait. Je ne sais pas ce qui m'a fait dire ce que j'ai dit ensuite. Peut-être était-ce de la compassion. Peut-être était-ce le désir de finalement clore ce chapitre de ma vie. Ou peut-être était-ce simplement la reconnaissance que garder rancune me maintiendrait prisonnière d'un passé que j'avais déjà surmonté. Je ne peux pas dire que je vous pardonne, Madame Lambert. Ce ne serait pas sincère. Ce que vous et Thomas avez fait a changé le cours de ma vie pour toujours. Mais je peux dire que je ne porte plus de colère. Je ne vous souhaite pas de mal. Vous avez déjà récolté les conséquences de vos choix, tout comme j'ai récolté les miens. J'ai fait une pause, réfléchissant. Savez-vous ce qui est drôle? Si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait, j'aurais probablement été seulement la femme de Thomas, dépendante de lui, vivant dans son ombre. Je n'aurais jamais découvert ma propre force, mon talent, ma capacité à survivre et à prospérer seule. D'une certaine façon, vous m'avez rendu un service. Madame Lambert m'a regardée, confuse, incertaine si j'étais sincère ou sarcastique. Je n'étais pas sûre moi-même. Je ne dis pas que je vous remercie pour ce qui s'est passé, ai-je précisé. La douleur était réelle, l'abandon était cruel, mais le résultat final, la personne que je suis devenue, pour cela, peut-être que je pourrais un jour ressentir quelque chose de proche de la gratitude. Quelque chose est passé dans ses yeux, alors. De la compréhension, peut-être, ou peut-être simplement de la surprise de ne pas trouver la haine qu'elle attendait. « Votre fille ?» ai-je doucement demandé, changeant de sujet. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Claire » a répondu Madame Lambert, semblant surprise par mon intérêt. « Claire » ai-je répété. « C'est un joli nom. Elle n'est pas responsable de vos choix. Si un jour elle a besoin de quelque chose, n'importe quoi, elle peut venir me voir. » Madame Lambert m'a regardé comme si j'étais une sorte d'énigme impossible à déchiffrer. « Pourquoi ?» a-t-elle finalement demandé. « Pourquoi feriez-vous cela après tout ce qui s'est passé ?»
J'ai légèrement souri. Parce que je le peux, parce que je choisis d'être le genre de personne qui tend la main, pas celle qui tourne le dos. Parce qu'un jour, peut-être, Claire et Lucas se rencontreront dans ce petit village et je ne veux pas qu'ils portent le poids des erreurs de leurs parents. Quand Madame Lambert a quitté l'atelier, je suis restée à la regarder par la fenêtre, tandis qu'elle marchait dans la rue, les épaules courbées, comme si elle portait un poids invisible. Et à ce moment, j'ai su avec une certitude absolue que j'avais gagné, non pas parce qu'ils avaient perdu, mais parce que j'avais refusé de laisser leurs actions définir qui je serais. La vraie vengeance n'a jamais été de faire souffrir Thomas et Madame Lambert. C'était mon refus d'être détruite par eux. C'était transformer l'abandon en indépendance, la douleur en force, l'humiliation en dignité. C'était regarder dans les yeux la femme qui avait aidé à détruire mon mariage et pouvoir dire avec sincérité « Je vais bien, je vais plus que bien, je suis entière ». Les années suivantes ont apporté des changements que je n'aurais jamais imaginés pour ma vie. Mon atelier a continué à grandir au point de devoir déménager dans un espace 3 fois plus grand sur la rue principale du village. Atelier Sophie n'était plus seulement un nom, c'était devenu une marque connue dans toute la région. Des dames des villages voisins voyagèrent spécialement pour commander mes robes, et certaines familles parisiennes qui avaient des maisons de vacances dans la région tenaient à emporter mes créations pour leurs soirées élégantes. Avec la croissance de l'entreprise, j'ai pu offrir à Lucas tout ce qu'un enfant pourrait désirer. Pas seulement l'essentiel, une bonne école, des vêtements confortables, une alimentation saine, mais aussi de petits luxes, un nouveau vélo, des livres, des jouets éducatifs. Je n'ai jamais été du genre à le gâter. J'ai toujours insisté pour qu'il comprenne la valeur du travail et de l'effort, mais j'étais fière de pouvoir dire oui quand il me demandait quelque chose de raisonnable, sans avoir à calculer si nous aurions assez d'argent pour le loyer à la fin du mois. Lucas grandissait fort et intelligent. À 8 ans, il était déjà le meilleur élève de sa classe, avec une curiosité insatiable sur le fonctionnement des choses. Il démontait des jouets pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, posait des questions auxquelles je ne savais souvent pas répondre. Il passait des heures à la petite bibliothèque municipale à dévorer des livres de sciences. « Maman, quand je serai grand, je veux être médecin », m'a-t-il dit un jour pendant que nous dînions. La cuillère s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Médecin, comme la femme qui avait aidé son père à nous abandonner. Une coïncidence cruelle, un signe du destin, ou simplement la vocation naturelle d'un garçon curieux et compatissant. « Pourquoi, mon fils ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. « Parce que je veux aider les gens et parce que j'aime savoir comment fonctionne le corps. La maîtresse dit que j'ai des dispositions pour les sciences. » À ce moment, j'ai pris une décision importante. Thomas et Madame Lambert m'avaient beaucoup pris, mais je ne permettrai pas qu'ils prennent aussi les rêves de mon fils. Si Lucas voulait être médecin, je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il réalise ce rêve. Peu importait à quel point l'idée me dérangeait initialement. « C'est une très belle profession », ai-je finalement répondu. « Si c'est ce que tu veux, nous travaillerons ensemble pour que cela arrive. » La vie dans le petit village suivait son propre rythme. Avec le temps, le retour de Thomas et Madame Lambert a cessé d'être une nouveauté, devenant simplement un autre cas de commérage ancien qui ressurgissait occasionnellement dans les conversations. Les gens ont continué leur vie, tout comme moi. J'ai appris, à travers les inévitables réseaux d'information du village, que leur mariage avait officiellement pris fin. Madame Lambert avait trouvé un emploi d'infirmière dans une clinique du village voisin, faisant quotidiennement le trajet en bus. Thomas continuait à vivre avec ses parents, de plus en plus enfoncé dans l'alcool, incapable de regagner la confiance dans les affaires qu'il avait autrefois eues. Je le voyais rarement, et quand cela arrivait dans une rue ou un établissement, nous échangions seulement de distants signes de reconnaissance, comme des connaissances lointaines qui avaient un jour partagé une table lors d'une fête oubliée. Quand Lucas a eu 10 ans, j'ai décidé qu'il était temps pour un changement plus important. Mon entreprise avait grandi au point d'attirer l'attention d'un magazine de mode parisien qui avait publié un petit article sur la talentueuse styliste de province qui créait des pièces comparables à celles des grandes maisons. Après cette publication, j'ai reçu des invitations pour présenter mon travail lors d'un salon de mode à Paris. « Que dirais-tu si nous déménagions dans la grande ville ?» ai-je demandé à Lucas un soir, alors que nous regardions les étoiles depuis notre balcon. « Tu pourrais étudier dans de meilleures écoles,
avec plus de ressources, et je pourrais agrandir l'atelier. Il est resté silencieux un moment, pensif, comme il l'avait toujours été. Nous allons tout laisser derrière nous? Mon école, mes amis, Madame Dubois? Certaines choses, oui, ai-je répondu honnêtement. Mais nous emporterons le plus important, nous-mêmes, nos souvenirs, nos rêves, et nous pourrons toujours revenir en visite. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Lucas a lentement acquiescé. Je pense que ce serait une aventure, a-t-il finalement dit, avec cette lueur dans les yeux qui apparaissait toujours quand il affrontait un nouveau défi. Le déménagement à Paris a été à la fois effrayant et excitant. Nous avons trouvé un appartement confortable dans un quartier sûr, près d'une excellente école pour Lucas. J'ai loué un espace pour l'atelier dans une zone commerciale prometteuse, emmenant avec moi mes couturières les plus talentueuses qui ont accepté l'aventure de recommencer dans la grande ville. Les premiers mois ont été une période d'adaptation. La grande ville était bruyante, pressée, parfois trop impersonnelle après des années à vivre dans un endroit où tout le monde se connaissait par son nom. Lucas manquait ses amis. Je regrettais la familiarité des rues que je connaissais si bien. Mais peu à peu, nous avons construit notre nouvelle routine, nous nous sommes fait de nouveaux amis, nous avons trouvé notre place. L'atelier a prospéré au-delà de mes attentes les plus optimistes. Le petit article dans le magazine avait suscité une curiosité pour mon travail, et bientôt nous servions une clientèle raffinée, incluant des épouses d'hommes d'affaires, des artistes, des femmes influentes qui apprécièrent la touche artisanale et unique de mes créations. J'ai embauché plus d'employés, élargi la gamme de produits pour inclure des accessoires, et j'ai même reçu des propositions pour ouvrir une deuxième boutique dans un autre quartier chic. Lucas s'est épanoui dans sa nouvelle école. Ses professeurs ont rapidement reconnu son intelligence et son dévouement, le plaçant dans des programmes avancés de sciences. Il se faisait facilement des amis, grâce à sa nature gentille et son bon humour, et son rêve de devenir médecin ne faisait que se renforcer, maintenant alimenté par des visites au musée des sciences et des conférences spéciales que son école organisait. Un après-midi, alors que Lucas avait 12 ans, il est revenu de l'école avec une expression particulière, un mélange de confusion et de curiosité qui m'a immédiatement alerté que quelque chose d'important s'était produit. « Maman !» a-t-il commencé avec hésitation, s'asseyant à la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner. Aujourd'hui, j'ai rencontré une nouvelle élève à l'école. Elle s'appelle Claire. Mon cœur a fait un bond. Claire, le nom de la fille de Madame Lambert et Thomas. Cela pouvait être une coïncidence, bien sûr. Claire n'était pas un prénom si rare, mais quelque chose dans l'expression de Lucas me disait que ce n'était pas le cas. Elle a dit qu'elle venait du même village que nous, a-t-il poursuivi. Et quand j'ai mentionné mon nom de famille, elle a eu l'air étrange. Puis elle m'a demandé si mon père s'appelait Thomas. J'ai posé le couteau sur la planche et respiré profondément. Ce moment avait toujours existé comme une possibilité lointaine à l'horizon, mais je n'avais jamais imaginé qu'il arriverait si tôt, ni de cette façon inattendue. « Qu'as-tu répondu » ai-je demandé doucement. J'ai dit que oui, c'était son nom, mais que je ne l'avais jamais vraiment connu, que nous avions toujours été juste toi et moi. Il a fait une pause. Alors elle m'a dit que Thomas était aussi son père, que cela faisait de nous des demi-frères et sœurs. Je me suis assise face à lui, prenant ses mains dans les miennes. Au fil des années, j'avais répondu aux questions de Lucas sur son père avec des versions de la vérité adaptées à son âge. Je n'avais jamais menti, mais je ne l'avais jamais non plus surchargé avec les détails les plus douloureux. Il savait que son père nous avait quittés quand il était bébé, qu'il avait formé une autre famille, qu'il avait choisi de ne pas faire partie de nos vies. « Oui, mon fils, » ai-je confirmé gentiment. « Claire est la fille de ton père avec une autre femme. Techniquement, cela fait de vous des demi-frères et sœurs. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle ? Parce que je ne pensais jamais que vous vous rencontreriez. Notre village est petit, mais vous n'avez jamais fréquenté les mêmes endroits. Et puis nous avons déménagé ici. C'est une coïncidence extraordinaire que vous vous retrouviez dans la même école. » Lucas est resté silencieux, assimilant l'information. Il avait toujours été ainsi. Il avait besoin de temps pour digérer les nouvelles, pour analyser tous les angles avant de se former une opinion. « Elle a l'air gentille », a-t-il finalement dit. « Un peu triste peut-être. Elle a dit que ses parents sont séparés, qu'elle vit seulement avec sa mère, que son père ne la voit presque jamais. »
J'ai ressenti une pointe de compassion pour Claire. Grandir avec un père absent, même en l'ayant à proximité, était peut-être aussi difficile que de grandir en sachant que son père avait choisi de partir. Peut-être plus, me suis-je dit, avec la déception constante au lieu de l'absence définitive. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» ai-je demandé. « De rencontrer ta demi-sœur ainsi, soudainement ?» Il a haussé les épaules, avec ce mélange de maturité et d'innocence que seuls les enfants peuvent avoir. C'est étrange, mais c'est aussi intéressant. J'ai toujours voulu avoir des frères et sœurs. Et avez-vous continué à parler après cette révélation? Oui. Nous avons découvert que nous aimons tous les deux les sciences. Elle veut être biologiste marine. Elle connaît tout sur les dauphins. Il a légèrement souri. Nous avons prévu de déjeuner ensemble demain, si ça te va. J'ai regardé mon fils, si compréhensif, si ouvert, si libre du ressentiment qu'il aurait facilement pu hériter de moi si j'avais permis à l'amertume de façonner notre vie. À ce moment-là, j'ai ressenti une vague de fierté si intense qu'elle m'a presque fait pleurer. « Bien sûr que ça me va », ai-je répondu. Claire n'est pas responsable des choix que les adultes ont faits avant même sa naissance. Et avoir une sœur peut être une chose merveilleuse. Dans les jours qui ont suivi, j'étais tendue, m'attendant à ce que Madame Lambert apparaisse à la porte de l'atelier ou m'appelle. Claire avait certainement raconté à sa mère la rencontre avec son demi-frère. Mais le coup de téléphone n'est jamais venu. Peut-être que Madame Lambert était aussi hésitante que moi sur la façon de gérer cette situation inattendue. Ou peut-être, comme moi, avait-elle décidé que le mieux était de laisser les enfants construire leurs propres relations, libres des complications et des ressentiments du passé. Lucas et Claire ont développé une amitié prudente, qui s'est peu à peu renforcée. Ils déjeunaient ensemble à l'école, échangeaient des livres, étudiaient parfois ensemble à la bibliothèque. Lucas l'a invitée à sa fête d'anniversaire et elle est venue, timide, mais visiblement heureuse d'être incluse. Je l'ai brièvement rencontrée à cette occasion. Une douce jeune fille, aux yeux expressifs qui rappelaient ceux de Thomas, mais avec une douceur dans le regard qui n'appartenait qu'à elle. Quelques mois après cette rencontre initiale, j'ai reçu une lettre à l'atelier. L'écriture était élégante, familière. Madame Lambert. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts légèrement tremblants, incertaine de ce à quoi m'attendre. C'était une lettre brève et directe. Elle me remerciait de permettre à Lucas et Claire de se connaître, de ne pas transférer à mon fils des ressentiments qui auraient été compréhensibles. Elle expliquait qu'elle avait déménagé à Paris pour offrir de meilleures opportunités éducatives à sa fille, exactement comme je l'avais fait. Elle travaillait maintenant dans un hôpital public, non plus comme sage-femme, mais comme infirmière, un nouveau départ humble après avoir perdu sa licence professionnelle. Elle m'assurait qu'elle respecterait toutes les limites que je voudrais établir concernant le contact entre les enfants. J'ai relu la lettre plusieurs fois avant de décider comment répondre. Finalement, j'ai pris le téléphone et appelé le numéro qu'elle avait inclus à la fin de la lettre. Notre conversation a été polie, prudente, mais pas hostile. Deux femmes mûres discutant pragmatiquement du bien-être de leurs enfants. Nous avons convenu que Lucas et Claire devraient être libres de développer leur relation de demi-frères et sœurs, sans l'ombre des erreurs et des ressentiments du passé. Nous avons accepté de garder nos distances l'une avec l'autre, n'interagissant que le minimum nécessaire pour faciliter le contact entre les enfants. « Et Thomas ?» ai-je finalement demandé, curieuse malgré moi. « Sait-il que les enfants se sont rencontrés ?» Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. « Non !» a finalement répondu Madame Lambert. « Thomas voit rarement Claire. Il ne va pas bien, Sophie. L'alcool, les échecs dans les affaires, il n'est plus que l'ombre de l'homme que nous avons connu. » Je n'ai pas ressenti de satisfaction en entendant cela. Seulement une sorte de tristesse distante, comme celle qu'on ressent en lisant une tragédie dans un journal. Réelle, mais pas personnelle. Thomas avait quitté ma vie depuis si longtemps que sa condition actuelle m'affectait autant que celle d'un étranger. « Je suis désolée », ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Non pour ce que nous avions perdu, cela était depuis longtemps surmonté, mais pour une vie gaspillée, pour le père que Lucas et Claire n'avaient jamais vraiment eu. Dans les années qui ont suivi, Lucas et Claire ont maintenu leur amitié et leur fraternité, trouvant du soutien l'un chez l'autre pendant la turbulente période de l'adolescence.
Occasionnellement, Claire venait chez nous pour étudier ou passer un week-end. C'était une jeune fille douce et sérieuse, avec une détermination tranquille que j'ai reconnue comme similaire à celle de Lucas et peut-être à la mienne. Lors d'une de ses visites, alors qu'ils avaient 15 ans, Claire a apporté une nouvelle qui a secoué notre fragile paix. Thomas était malade, hospitalisé avec une cirrhose du foie avancée. Les médecins ne donnaient pas beaucoup d'espoir. Lucas est venu me voir ce soir-là, après que Claire soit partie, avec une question que je redoutais secrètement depuis des années. « Maman, je pense que je devrais rendre visite à mon père à l'hôpital. Qu'en penses-tu » J'ai regardé mon fils, maintenant presque un homme, avec les traits de Thomas visibles sur son visage, mais avec une force intérieure qui était tout à lui, tout à nous. J'aurais facilement pu dire non. J'aurais pu rappeler comment cet homme nous avait abandonnés, comment il n'avait jamais cherché à connaître son fils, comment il ne méritait pas le réconfort d'une visite sur son lit de mort. Mais quel genre de personne cela aurait-il fait de moi? Quel exemple aurais-je donné à mon fils? Si c'est ce que tu sens que tu dois faire, alors oui, ai-je répondu. Non pour lui, mais pour toi, pour que tu ne regrettes jamais de ne pas avoir essayé. Lucas a acquiescé, ses yeux brillants de larmes contenues. Viendras-tu avec moi? La question m'a prise au dépourvu. Visiter Thomas, après tout ce qui s'était passé, semblait impensable. Et pourtant, ne serait-ce pas le dernier chapitre de cette histoire longue et compliquée? Ne serait-ce pas la preuve finale que nous avions vraiment avancé, que le passé n'avait plus de pouvoir sur nous? Oui, ai-je finalement répondu, j'irai avec toi. Le lendemain, Lucas et moi sommes allés à l'hôpital. Le trajet a été silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Mon fils, normalement si bavard sur tout, semblait maintenant concentré, comme s'il répétait mentalement ce qu'il dirait à l'homme qu'il n'avait jamais vraiment connu, mais qui portait dans son sang et dans certains de ses traits. Pour moi, c'était un voyage encore plus étrange. Je n'avais pas vu Thomas en personne depuis plus de 15 ans, seulement des aperçus distants dans le village avant notre déménagement. L'homme dont j'avais été amoureuse autrefois, que j'avais épousé pleine d'espoir, qui m'avait abandonnée dans le moment le plus vulnérable de ma vie, était maintenant mourant dans un lit d'hôpital. Quelles émotions devais-je ressentir? Colère, satisfaction, pitié? Peut-être juste une tranquille acceptation que la vie fait payer son prix de manière que nous ne pourrions jamais planifier. L'hôpital était un lieu impersonnel et aseptisé, avec cette odeur caractéristique qui me rendait toujours mal à l'aise. À l'accueil, nous avons demandé qui nous cherchions et on nous a dirigés vers le 3e étage, service d'hépatologie. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» ai-je demandé à Lucas pendant que nous attendions l'ascenseur. « Personne ne te jugerait si tu changeais d'avis. » Mon fils m'a regardé avec ses yeux profonds qui semblaient toujours voir plus que ce qu'on pouvait voir. « J'en suis sûre, maman. Pas pour lui, mais pour moi. J'ai besoin de faire ça. » Dans le couloir du 3e étage, nous avons trouvé Claire qui attendait. Elle semblait pâle, fatiguée, comme si elle avait passé la nuit éveillée. En nous voyant, elle a étreint Lucas longuement. Et puis, à ma surprise, elle m'a aussi enlacée. « Merci d'être venue », a-t-elle dit d'une voix basse. « Ma mère est là-dedans avec lui maintenant. Les médecins ont dit que ce pourrait être aujourd'hui ou demain. » J'ai acquiescé, ne sachant pas quoi répondre. La réalité de la situation commençait à peser. Thomas était vraiment en train de mourir. Indépendamment de l'histoire que nous avions eue, une vie arrivait à sa fin. Claire nous a conduits jusqu'à la chambre. Je me suis arrêtée à la porte, hésitante, laissant Lucas entrer en premier. J'ai observé depuis le seuil mon fils s'approcher lentement du lit, où un homme méconnaissable gisait connecté à des tubes et des moniteurs. Thomas était tellement changé que, sans le contexte, je ne l'aurais jamais reconnu. Le visage autrefois beau et fier était gonflé, jauni par la maladie. Les cheveux, autrefois foncés et brillants, étaient maintenant clairsemés et complètement gris. Son corps, autrefois fort et athlétique, semblait s'être flétri sous le drap d'hôpital. Madame Lambert était assise à côté du lit. Elle aussi avait vieilli, mais de façon plus digne. Elle avait des rides d'expression autour des yeux et de la bouche, les cheveux maintenant naturellement gris, attachés en un chignon simple. Elle s'habillait avec la simplicité pratique de quelqu'un qui travaillait à l'hôpital.
Pantalon en tissu résistant, blouse confortable, chaussures plates. Nos regards se sont croisés un instant. Il n'y avait pas d'hostilité dans ses yeux, juste une sorte de résignation fatiguée. Elle a légèrement acquiescé, reconnaissant ma présence, puis s'est tournée vers Lucas. « Thomas, a-t-elle dit, touchant doucement le bras de l'homme dans le lit. « Ton fils est ici. » Thomas a ouvert les yeux lentement, comme si le simple acte exigeait un effort monumental. Son regard, autrefois si vif et pénétrant, était maintenant obscurci par la maladie et les médicaments. Il a cligné des yeux plusieurs fois, essayant de focaliser sa vision sur le jeune homme debout au pied du lit. « Lucas » a-t-il demandé d'une voix rauque, presque méconnaissable. Mon fils a fait un pas en avant, incertain. « Oui » a-t-il simplement répondu. Un silence pesant a plané dans la chambre. Que dit-on à un père qui n'a jamais été un père? Que dit un fils qui n'a jamais été un fils? Quel mot pourrait combler 15 ans d'absence? Tu me ressembles, a finalement murmuré Thomas, quand j'avais ton âge. Lucas n'a pas répondu immédiatement. Il regardait l'homme dans le lit avec une expression qui mêlait curiosité et compassion. Il n'y avait pas de colère sur son visage. Je m'étais assuré au fil des années qu'il comprenne que l'abandon de Thomas reflétait les défauts du père, pas les siens. Claire m'a montré quelques vieilles photos, a finalement dit Lucas. Je crois que j'ai tes yeux. Thomas a faiblement acquiescé. Un moniteur à côté du lit a émis un bip, comme pour rappeler à tous la fragilité du moment. Madame Lambert a ajusté quelque chose dans la perfusion et échangé un regard inquiet avec Claire. C'est à ce moment que Thomas m'a vu debout à la porte. Ses yeux se sont légèrement écarquillés et une émotion difficile à nommer est passée sur son visage dévasté par la maladie. « Sophie » a-t-il murmuré. « Tu es venue » Je suis alors entré dans la chambre, me plaçant aux côtés de Lucas, mais gardant une distance avec le lit. « Oui » ai-je simplement répondu. « Je suis venu avec notre fils. » Thomas a fermé les yeux un instant, comme s'il essayait de rassembler ses forces. Quand il les a rouverts, ils étaient pleins de larmes. « Je suis désolé, » a-t-il dit d'une voix étranglée, « pour ce que je vous ai fait à tous les deux. Il n'y a pas d'excuses. » Ce n'était pas la première fois que j'entendais des excuses de quelqu'un qui m'avait blessé. Madame Lambert avait fait de même des années auparavant, mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Peut-être l'imminence de la mort, qui a l'étrange pouvoir de dépouiller les gens de leurs masques et défenses, révélant des vérités crues que la vie quotidienne permet de cacher. « Je ne suis pas venu ici pour des accusations ou des pardons, » ai-je répondu calmement. « Je suis venu parce que Lucas voulait te connaître, parce que malgré tout, tu es son père. » Thomas a lentement acquiescé, acceptant mes paroles. Il a ensuite reporté son attention sur Lucas, comme s'il voulait absorber chaque détail du fils qu'il n'avait jamais connu, mémoriser son visage pour l'emporter avec lui où qu'il aille. « Ta vie, comment est-elle » a-t-il demandé avec hésitation. « Qu'est-ce que tu aimes faire » Lucas s'est approché davantage du lit, semblant plus à l'aise. « Je suis en terminale » a-t-il répondu. « Je vais passer le concours de médecine l'année prochaine. » Un petit sourire est apparu sur les lèvres desséchées de Thomas. « Médecin » a-t-il murmuré. « Quelle ironie !»« Ce n'est pas de l'ironie » suis-je intervenu doucement. « C'est un choix. Lucas a choisi ce chemin par lui-même, pour ses propres raisons. » Thomas m'a regardé et pendant un instant, j'ai vu une lueur de l'homme qu'il avait été autrefois, perspicace, capable de voir au-delà des mots prononcés. « Tu as fait du bon travail » a-t-il dit, « un travail que j'aurais dû aider à faire. » Il n'y avait rien à répondre à cela. C'était simplement la vérité. Une vérité qui avait façonné nos vies ces 15 dernières années. « Claire m'a dit que tu as un atelier de mode » a poursuivi Thomas, semblant faire un effort pour maintenir la conversation. « Qui a très bien réussi. » J'ai brièvement acquiescé. « Oui, j'ai commencé à coudre à la maison après la naissance de Lucas. Ça a grandi peu à peu. Maintenant, nous avons 2 boutiques à Paris. » Une lueur d'admiration sincère est passée dans les yeux fatigués de Thomas. « Tu as toujours été forte, plus forte que je ne l'ai jamais été. » Ces paroles m'ont prise au dépourvu. Je ne m'attendais pas à des éloges, encore moins à une reconnaissance aussi honnête de sa propre faiblesse. Pendant un moment,
j'ai entrevu ce qui aurait pu être. Si Thomas avait été un homme différent, s'il avait trouvé en lui-même la force d'affronter la responsabilité au lieu de la fuir. La conversation a continué pendant quelques minutes encore, Lucas racontant ses études, ses projets d'avenir. Claire s'est jointe timidement, mentionnant comment elle et Lucas s'entendaient bien à l'école, comment ils étudiaient ensemble pour les examens de sciences. C'était une scène presque surréaliste. Deux familles brisées réunies au chevet de l'homme qui avait été le point de rupture. Thomas est devenu visiblement plus fatigué, sa respiration plus laborieuse. Madame Lambert a échangé un regard significatif avec moi, indiquant qu'il était peut-être temps de terminer la visite. Mais avant que nous puissions dire au revoir, Thomas a fait un effort visible pour se redresser un peu dans le lit. « Lucas » a-t-il appelé, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. « Je veux que tu saches que l'erreur était la mienne, pas la tienne, pas celle de ta mère. C'était ma faiblesse, mon égoïsme. » Mon fils a solennellement acquiescé, acceptant les mots. « Je sais » a-t-il simplement répondu. « Et je veux que tu saches » a poursuivi Thomas, chaque mot semblant lui coûter un effort immense, « que je regrette, pas seulement maintenant que je meurs, mais depuis des années. Je n'ai simplement pas eu le courage de le dire. » Lucas a regardé son père pendant un long moment. Puis, dans un geste qui m'a surprise par sa maturité et sa compassion, il a tendu la main et a légèrement touché le bras de Thomas. « Merci de le dire maintenant » a-t-il dit doucement. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, le soleil de l'après-midi était bas à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées. Lucas marchait en silence à mes côtés, perdu dans ses pensées. J'ai respecté son espace, sachant qu'il avait besoin de traiter l'expérience à sa manière. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à la voiture qu'il a finalement parlé. « Merci, maman, d'être venue avec moi pour tout. » J'ai regardé mon fils, si grand, si intègre, si différent de l'homme que nous venions de visiter, et j'ai ressenti une vague de fierté si intense qu'elle m'a presque coupé le souffle. « Il n'y a pas de quoi remercier, » ai-je répondu, en serrant sa main. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. » Thomas est décédé 3 jours plus tard. Lucas a assisté aux funérailles, accompagné par Claire. Je n'y suis pas allée, non par rancune ou ressentiment, mais parce que je sentais que ma présence serait une intrusion dans un moment qui appartenait à ses enfants, pas à la femme qu'il avait abandonnée des décennies auparavant. Notre histoire était close depuis longtemps. La vie a suivi son cours. Lucas est entré à la faculté de médecine comme prévu. Claire a choisi la biologie marine et a obtenu une bourse dans une université du littoral. Ils sont restés en contact, construisant une relation fraternelle qui, ironiquement peut-être, était le seul héritage positif laissé par Thomas. Mon atelier a continué à prospérer. À 50 ans, je me suis accordé le luxe de déléguer davantage de responsabilités, de travailler moins d'heures, de profiter davantage de la vie que j'avais construite avec tant d'efforts. J'ai voyagé, découvert des endroits qui n'existaient auparavant que dans des magazines et des films, expérimenté de nouvelles choses, fait des amis et, à ma surprise, retrouvé l'amour. Un amour mûr, tranquille, sans les élans juvéniles de la passion, mais avec la solidité que seule l'expérience de vie peut apporter. Pierre était veuf, professeur d'université, un homme gentil et intelligent qui me faisait rire et qui me regardait avec une admiration sincère. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, avec Lucas me conduisant à l'autel. « Tu mérites d'être heureuse, maman », m'a dit mon fils lors de la fête après la cérémonie. « Tu l'as toujours mérité. » Les années ont passé. Lucas a obtenu son diplôme avec mention et a choisi la pédiatrie comme spécialité. « Je veux aider les enfants à avoir un départ sain dans la vie », a-t-il expliqué. Il s'est marié avec une collègue de résidence, une jeune femme douce et dévouée qui le complétait parfaitement. Claire est venue au mariage, amenant son fiancé, un océanographe qu'elle avait rencontré lors d'une expédition. Et puis, un matin ensoleillé, j'ai reçu la nouvelle qui allait changer ma vie une fois de plus. J'allais être grand-mère. Lucas et Marie attendèrent leur premier enfant. Quand mon petit-fils est né, un garçon en bonne santé et fort, avec des yeux curieux qui semblaient en vouloir absorber le monde entier d'un seul coup, j'ai pleuré des larmes de pure joie. En tenant ce petit paquet dans mes bras, j'ai pensé au long et sinueux chemin qui m'avait mené jusque-là.
J'ai pensé à la jeune femme effrayée que j'étais autrefois, seule dans une chambre d'hôpital avec un bébé dans les bras et une lettre d'abandon entre les mains. J'ai pensé aux nuits blanches à coudre pour assurer notre subsistance, aux batailles quotidiennes pour construire une vie digne pour mon fils. J'ai pensé aux humiliations, aux difficultés, aux petites et grandes victoires tout au long du chemin, et j'ai réalisé que si je pouvais revenir en arrière et changer quelque chose, je ne changerais rien, car chaque douleur, chaque obstacle, chaque défi m'avait façonné, avait fait de moi la femme que j'étais, forte, indépendante, épanouie. Parce que sans l'abandon, je n'aurais peut-être jamais découvert ma propre force. Sans la nécessité, je n'aurais peut-être jamais développé mon talent. Sans la solitude, je n'aurais peut-être jamais construit la relation profonde et inébranlable que j'ai avec mon fils. Quand Lucas a placé son bébé dans mes bras pour la première fois, il a murmuré « Il porte ton nom en deuxième prénom, maman, pour qu'il se souvienne toujours d'où il vient, de la force qui coule dans ses veines. » J'ai regardé le petit visage parfait de mon petit-fils et j'ai su, avec une tranquille certitude, que le cycle était complet, que la douleur avait été transformée en force, l'abandon en indépendance, la trahison en une capacité accrue d'aimer. Le garçon, qui avait un jour été abandonné par son père, était maintenant devenu le père qui n'abandonnerait jamais son fils. La femme, qui avait un jour été trahie, allait maintenant aider à élever une nouvelle génération fondée sur des valeurs de loyauté, d'honnêteté et de courage. Nous ne sommes pas définis par les coups que la vie nous porte, mais par la façon dont nous y répondons. Nous ne sommes pas limités par les choix des autres, mais libérés par les nôtres. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière et je vois une vie qui valait la peine d'être vécue. Une vie construite sur des décombres, certes, mais qui s'est élevée plus forte et plus belle justement pour cette raison. Comme un vase japonais brisé et réparé avec de l'or, où les fissures ne sont pas cachées mais mises en valeur, célébrées comme partie de l'histoire unique de cet objet. Quand on me demande si j'ai pardonné à Thomas, je réponds avec honnêteté. Le pardon est venu, mais pas comme un grand moment d'épiphanie, pas comme un geste magnanime de ma part. Il est venu naturellement, progressivement, à mesure qu'il devenait de moins en moins important dans mon histoire, à mesure que la douleur se transformait en apprentissage, la colère en compréhension, le ressentiment en acceptation. La véritable victoire n'a pas été de survivre à l'abandon, mais de prospérer malgré lui. Ce n'était pas d'aller de l'avant, c'était de construire un chemin entièrement nouveau, un chemin que je n'aurais peut-être jamais trouvé si je n'avais pas été forcée de le chercher. Je me suis mariée enceinte avec un homme qui, le jour de l'accouchement, s'est enfui avec la sage-femme. C'est un fait, une partie immuable de mon histoire. Mais ce n'est pas toute mon histoire. Ce n'est que le premier chapitre d'un récit beaucoup plus long et beaucoup plus riche, un récit de résilience, de réinvention, de rédemption. Si vous regardez cette vidéo et que vous traversez votre propre moment de douleur, d'abandon, de trahison, je veux que vous sachiez que ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une histoire que vous seul pouvez écrire. Une histoire où vous êtes l'héroïne, pas la victime. Une histoire où le dernier mot vous appartiendra toujours. La vie nous brise tous d'une manière ou d'une autre, mais certains deviennent plus forts précisément là où ils ont été brisés. J'ai grandi. Vous le pouvez aussi. C'est mon histoire et je suis reconnaissante pour chaque chapitre, même les douloureux, même les difficiles, car sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et j'aime assez bien celle que je suis devenue. Avant de terminer, j'aimerais vous demander, à vous qui regardez, si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup à diffuser ces histoires de résilience qui peuvent inspirer d'autres personnes traversant des moments difficiles. Partagez également avec quelqu'un que vous pensez avoir besoin d'entendre ce message d'espoir. Et n'oubliez pas de commenter d'où vous regardez. J'adore savoir que mes paroles atteignent des personnes de tant d'endroits différents. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui.